Podcast de l'article d'un entretien, par Farida Moha publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Entretien avec Mustapha El-Miri, la migration internationale des jeunes, un chemin heurté vers l'émancipation ». Elle commence son article ainsi. Mustapha El-Miri est maître de conférences en sociologie à l'université d'Aix-Marseille, chercheur au laboratoire d'économie et de sociologie du travail et membre du comité national du CNRS. Ses recherches portent notamment sur la sociologie des migrations, du racisme, la sociologie de la mondialisation et la sociologie politique. Ces dernières recherches ont porté sur les migrations entre l'Europe et le Maroc au sein du groupe de recherche international. Il a donné le 21 décembre une conférence au siège du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger sur le thème La migration internationale des jeunes, un chemin heurté vers l'émancipation. Une conférence projetée dans le cadre d'un cycle de réflexion mené par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger sur cette problématique. En février dernier, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger s'était penché sur la question des mineurs en mouvement dynamique politique publique et droit, organisé en partenariat avec l'UIR. L'auteur poursuit son article ainsi. Le droit de circuler, c'est aussi un combat pour l'égalité des droits. Une égalité des droits qui n'est pas, force est de la constater, déclinée dans la réalité, et qui est combattue par un certain imaginaire collectif colonial, dites-vous. Pouvez-vous approfondir cette idée ? Mustapha El-Miri répond ainsi. Si l'on regarde attentivement la circulation internationale des femmes et des hommes, il apparaît clairement une asymétrie entre celles et ceux qui peuvent circuler sans entrave dans une grande partie du monde, et celles et ceux qui se voient opposer un régime de visa, qui empêche leur mobilité internationale ou la rend impossible. Et si l'on prête attention à la localisation géographique des populations, qui peuvent circuler sans entrave, elles recoupent les pays anciennement colonisateurs ou occidentaux. Tandis que la localisation des populations empêchées de circuler, elle, recoupe les anciennes zones coloniales. Ce sont, là, les séquelles de la colonisation qui persistent. Mais ce qui s'apparente à la réquisition d'un droit de circuler prise par les populations africaines malgré les entraves, et qualifié à la hâte de migration internationale, remet en cause cet héritage colonial et participe à la déconstruction d'un imaginaire collectif qui légitime la seule circulation des populations occidentales. Elle remet en cause l'asymétrie en son cœur, à savoir la légitimation discriminatoire, qui empêche une majorité des femmes et des hommes de circuler et la liberté, pour une minorité de voyager selon ses désirs dans le monde entier. L'auteur pose la question ainsi. La revendication du droit de circuler est liée à la remise en cause des frontières. Qu'entendez-vous par là ? Mustapha El-Miri répond ainsi. Il me semble que ce droit à circuler remet en cause d'une certaine manière les frontières matérielles mais aussi immatérielles entre les continents africains et européens. Ces jeunes, ces femmes et ces hommes, qui s'autorisent à circuler, remettent en cause les frontières, barrages, murs, barbelés, techniques de surveillance militarisées etc., qu'ils jugent illégitimes non pas dans leur existence, mais dans le fait qu'elles deviennent des formes d'endiguement de leur mobilité, de leurs rêves, de leurs désirs d'ailleurs. Ils remettent aussi en cause les frontières immatérielles de l'imaginaire collectif postcolonial. Ce dernier continue à penser les populations africaines comme un monde prémoderne, ou dans une version euphémisée en voie de développement, composé seulement de populations pauvres, sans culture, voire sans histoire longue et dont il faut contrôler les mouvements circulatoires, et l'arrivée dans la civilisation européenne. Il me semble donc qu'il y a bien une double remise en cause des frontières dans leur matérialité discriminatoire au niveau du droit, et dans leur immatérialité qu'est l'imaginaire postcolonial, et disons-le, raciste. L'auteur demande ainsi. La migration est un choix de vie, avez-vous souligné, qui témoigne d'une autonomisation d'une trajectoire propre du migrant, qui aspire à changer de conditions sociales. Et face à cela rien, ni Frontex ni les murs que l'on veut ériger, ne pourra arrêter cette dynamique et c'est pourtant le sujet central dans nombre de pays européens du Nord comme du Sud. Mustapha El-Miri explique ainsi. Effectivement, ce qui est frappant dans ces mouvements de circulation internationale, ce sont les aspirations qui les président. Trop souvent la migration est reliée à la pauvreté, mais nous pouvons avoir une autre lecture moins simpliste. Car si la pauvreté expliquait à elle seule la migration, nous aurions des milliards d'individus sur les routes. En réalité, ce sont bien dans les zones et les pays qui connaissent un développement accéléré, économique, politique sociale émergente,
taux de scolarisation en constante augmentation, infrastructures, dynamique des politiques publiques, créativité culturelle, etc., que les circulations migratoires s'intensifient. Cela indique que la migration est le produit d'un processus d'aspiration à une mobilité sociale individuelle, dont l'enjeu économique n'est qu'un moyen pour atteindre liberté et autonomie, qui sont les véritables finalités. L'idée de pouvoir choisir, d'être souverain sur soi, dans toutes les dimensions sociales de la vie, est un élément central dans le discours des circulants. Et cette passion égalitaire, le goût de liberté, ne peut être arrêté dans les esprits de celles et ceux qui le portent, pas même par la criminalisation des migrations et la militarisation de leur contrôle aux frontières européennes. L'auteur continue en posant la question ainsi. La migration, dites-vous, est au centre d'un vaste changement géopolitique, qui démontre aussi la fragilité des démocraties. Qu'est-ce à dire? Mustapha El-Miri précise ainsi. Bien souvent les migrations ne sont pas regardées par ce prisme alors qu'elles expriment un changement profond. Les migrations sont souvent lues comme une forme de dépendance des populations dites des Sud, du Nord. Or nous pouvons lire l'inverse, à savoir que les populations circulent lorsqu'elles s'estiment totalement indépendantes et se hissent à égalité dans leur regard avec les autres. La preuve est que la période de décolonisation a été suivie par une envie de mobilité au sein de l'Afrique et entre l'Afrique et l'Europe. C'est bien le nouveau sentiment de liberté qui a impulsé cette dynamique et non la dépendance de l'ancien colonisateur, comme on se plaît à le croire dans une forme de mélancolie coloniale, comme la nomme l'auteur britannique Paul Gilroy. En réalité, la migration traduit un mouvement d'aspiration à l'égalité à l'échelle internationale. Et l'inhospitalité, parfois les sévices, la militarisation des contrôles des migrants en Méditerranée, indiquent la fragilité des démocraties européennes. Face à cette revendication d'une égalité du droit à circuler, elles opposent un régime parfois de violence, qui trahit le message dont elles sont porteuses dans les discours sur les droits humains, et font reculer le droit en leur sein. Il est tout à fait saisissant de voir les moyens déployés pour bloquer la circulation de jeunes femmes et de jeunes hommes dont le nombre, toujours exagéré, n'est pas de nature à créer un bouleversement démographique en Europe. L'arrivée de 8 000, 20 000 personnes dans des pays qui comptent plus de 60 millions d'habitants, comme la France par exemple, peut suffire pour bouleverser les équilibres politiques et porter au pouvoir les extrêmes droites. C'est dire si les démocraties européennes sont fragiles car habitées par un imaginaire raciste hérité du 19e et du début du 20e siècle sur les populations africaines ou arabo-musulmanes. En réalité, c'est moins le nombre des migrants qui pose réellement problème, car certains pays y trouvent leur main-d'œuvre, que l'idée que désormais ces anciens colonisés se voient et se conçoivent eux-mêmes à égalité avec l'ancien colonisateur dans sa liberté de bouger. La preuve en est cette peur du grand remplacement, qui est fantasmée y compris par des partis qui se disent républicains ou démocrates en Europe. On ne peut imaginer être remplacé que par des individus que l'on soupçonne, se hisser à son niveau, et qui se sentent à votre niveau, à égalité avec vous. Et cette idée est insupportable à celles et ceux qui restent dans une forme de mélancolie coloniale. Ce racisme héritier de la colonisation fragilise les démocraties en les maintenant dans un ordre passé et dépassé, et les empêche d'embrasser ce nouveau monde où l'ancien faible, après avoir acquis une décolonisation, politique, économique toujours en cours, accède désormais à une décolonisation scientifique et intellectuelle qui lui font revendiquer la participation à l'écriture de l'histoire du monde. Celle-ci était jusque-là réservée à quelques plumes et quelques mains masculines occidentales. C'est la non-prise au sérieux de ce nouvel ordre géopolitique en Europe, qui fragilise ces démocraties. Refuser de voir le réel, conduit toujours à des difficultés et, un jour, à être débordé par ce dernier. L'auteur pose la question ainsi. On assiste en Europe qui n'accueille que 12% de la migration internationale à une hystérisation du débat sur les migrations. Que nous disent ces débats? Mustapha El-Miri répond ainsi. Cette obsession du débat sur les migrants, mot qui en réalité désigne principalement les populations africaines et arabes et ou musulmanes, nous dit des choses sur les crises que traversent les pays européens. Ce débat occupe une place qui est inversement proportionnelle au nombre réel de migrants au point d'écraser d'autres enjeux. Cela nous indique que les forces politiques de ces pays sont enlisées dans ces thématiques du fait de leur incapacité à incarner un mouvement vers l'avenir, à trouver un nouveau souffle démocratique. Elles s'enferment dans la culture d'une puissance passée. Ce débat traduit dans les faits non pas la crise migratoire,
mais la crise identitaire que traversent les pays européens. Il est toujours plus facile de compter la puissance passée que la puissance mesurée à venir. L'auteur ajoute ainsi: jeunes qui émigrent sont capables d'une grande capacité d'adaptation des modes de vie et des codes culturels. Dans l'enquête que vous avez menée, quelles sont les idées clés que vous avez retenues sur cette capacité aux épreuves des trajectoires? Mustapha El-Miri explique ainsi: en effet, migrer n'est possible que lorsque ces jeunes sont déjà dans une capacité culturelle d'imaginer l'autre, l'Europe, les cultures européennes, nord-américaines, etc., d'être dans une hybridation culturelle transnationale avant le départ. Ils maîtrisent souvent plusieurs langues maternelles, l'arabe, le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, etc. Et ce même avec un niveau de qualification bas. Ils ont une capacité à déjouer les techniques de contrôle et de réaliser des trajectoires en traversant 5, 6 ou 7 pays de langues différentes et plusieurs milliers de kilomètres. Ils acquièrent des compétences dans la connaissance du droit international, dans les marchés du travail locaux et sur les modes de vie des pays qu'ils traversent. La capacité à faire face psychologiquement à des conditions de vie dégradées et dégradantes est absolument extraordinaire. L'auteur continue ainsi: les médias de la rive nord critiquent certains pays du sud et l'accueil fait aux migrants. De plus en plus de pays du Nord durcissent leur politique et l'accueil fait aux migrants, allant parfois, comme en Bulgarie, à faire subir des sévices. Que disent les témoignages recueillis? Mustapha El-Miri répond ainsi: effectivement, ces critiques recoupent cette vieille lecture que les droits humains ne sont à surveiller que dans les zones que l'on considère comme non respectueuses de ces dernières. Cela entraîne un traitement médiatique totalement asymétrique de certains faits, même si certains médias publient de plus en plus d'enquêtes sur les sévices que peuvent subir les populations en migration qui arrivent en Europe. Par exemple, dans notre enquête, nous avons rencontré de nombreux jeunes qui ont fait état de traitements d'humiliation et de sévices corporels sur les routes des Balkans, et principalement en Bulgarie, avec des passages à tabac systématiques, des mises à nu dans les prisons, une sous-nutrition, des refoulements à la nage dans les rivières en crue, etc. Ce non-respect des droits humains s'exprime aussi par un rétrécissement des conditions d'accueil des exilés, des mineurs non accompagnés, des refoulements aux frontières et dans les eaux internationales sans instruction des demandes d'asile. Le journal Le Monde a consacré plusieurs papiers à ces questions. Mais nous peinons encore à nommer les choses, comme à faire le lien entre les politiques des frontières et le nombre de morts en Méditerranée par exemple. Il est regrettable que les pays d'où proviennent ces migrants maltraités ne rappellent pas eux aussi au respect des droits humains les démocraties occidentales pour au moins poser le débat à une échelle plus large et sortir de cette asymétrie dans le traitement médiatique international. L'auteur conclut son article par la question ainsi: le Maroc est devenu à son tour une destination africaine, ce qui nous interpelle sur la responsabilité du Maroc, qui doit, dites-vous, prendre le train en marche. Qu'entendez-vous par là? Mustapha El-Miri précise ainsi: le Maroc est désormais clairement une destination africaine, comme le notent de nombreuses recherches, y compris celles effectuées par mes collègues des universités marocaines. Mais, il me semble que l'idée qu'il n'est qu'un pays de traversée continue à présider les esprits, comme si on ne voyait pas l'image qu'il avait auprès de millions ressortissants des pays subsahariens. Le Maroc donne l'impression de ne pas avoir totalement pris en compte son rayonnement dans l'imaginaire collectif de ses populations. La compétition mondiale de foot a mis en évidence ce fait, mais il ne faudrait pas penser que cela n'est apparu qu'à l'occasion des matchs de la Coupe du monde de football. C'est bien cette image de leader qu'a le Maroc. Il est un pays rêvé par certains migrants d'Afrique, comme d'ailleurs par certains migrants européens, invisibilisés sous le terme d'expatriés. Cette position de leader doit aussi être assumée par le Maroc avec des politiques migratoires d'accueil. Elle peut être un média puissant en message d'un Maroc leader, accueillant dans le continent africain et veillant au traitement bienveillant des populations provenant des pays subsahariens. Être leader exige ainsi d'être à la hauteur de cette responsabilité en l'habitant dans toutes ses dimensions, y compris celle d'être un territoire qui assume son cosmopolitisme, son internationalisation et la force qu'elle représente. Si le Maroc ne se pense que comme un territoire d'entrée ou de passage vers l'Europe, alors le risque est de tourner le dos à l'Afrique et de perdre cette image de pays rêvé. Être leader, cela se cultive dans les relations diplomatiques, mais aussi et surtout dans le récit que font et feront les ressortissants des pays subsahariens qui passent par le Maroc.
La présentation du Maroc dans les pays subsahariens est proche de celle que l'on avait de la France ici dans les années 1960. C'est un pays qui est l'objet de désir. Mustapha El-Miri conclut ainsi. Il me semble que la force actuelle, et surtout à venir, de ce pays est bien celle d'être un Africain ancré, qui discute à égalité avec l'Europe. Et c'est cela qui doit être traduit plus fortement dans des politiques migratoires à destination de celles et ceux qui y vivent, mais y compris à destination du continent africain et des pays européens, qui se recroquevillent sur eux. Rédigé par Farida Moha, et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.